Piégé à 110 mètres sous l'eau dans une boîte métallique glaciale, un submersible et son équipage font face à une situation mortelle. L'oxygène s'épuise et le froid extrême s'installe peu à peu. Ils ont du mal à respirer car le dioxyde de carbone s'accumule dans l'espace confiné. Il n'y a aucune issue et aucun secours en vue. C'est l'effroyable épreuve vécue en réalité pendant plus de 30 heures, alors qu'un équipage de submersible luttait pour chaque respiration difficile. Le Johnson Sea Link n'est pas un simple submersible, c'est un navire de pointe, une merveille de technologie conçue pour explorer les profondeurs marines. La plongée d'aujourd'hui est censée être rapide et simple. Juste 1 heure de travail dans des eaux relativement peu profondes. L'équipage va plonger jusqu'à l'épave d'un destroyer coulé au large de Key West, en Floride, pour former un récif artificiel. Arrivé sur place, la mission est de localiser un piège à poissons au fond de l'océan, le récupérer et remonter. Aux commandes se trouve Archibald Jack Menzies, un pilote calme et posé avec plus de 100 plongées à son actif. À ses côtés se trouve le biologiste marin Robert Meek. Ils sont assis à l'avant du submersible, dans une bulle acrylique de 1,5 m conçue pour observer et cartographier les fonds marins. Ce compartiment unique offre une vue panoramique sur le monde sous-marin et est isolé pour maintenir une température plus stable et plus chaude lors des plongées prolongées. Le compartiment arrière abrite les plongeurs vétérans Edwin Clayton Link et Albert Smokey Stover, un expert chevronné. Cette section du sous-marin est en aluminium et a été conçue pour la plongée en sas, permettant aux plongeurs de s'adapter à la pression de l'océan et de sortir du vaisseau pour effectuer des tâches sous l'eau. Contrairement à la bulle en acrylique, la coque en aluminium isole peu, rendant l'arrière bien plus froid à mesure que le sous-marin descend. La seule connexion entre les 2 compartiments est une petite fenêtre et un système d'interphone pour la communication. Stover et Link ne portent que des shorts et des t-shirts, pensant qu'ils n'auront pas besoin de vêtements plus chauds puisqu'ils ne prévoyaient pas de quitter le sous-marin pendant la courte plongée. Meek, cependant, les prévient qu'il fera froid là-bas. Mais ils ne réagissent pas, ne réalisant pas que les températures glaciales joueront bientôt un rôle crucial dans leur lutte pour la survie. Sur le pont du navire de soutien, l'équipe se réunit pour assister au lancement du mini-sous-marin. Parmi eux se trouve Edwin Link. Il est le père du jeune Link et a conçu le submersible. Alors qu'il se prépare pour la plongée, un pilote stagiaire effectue les vérifications de routine avant le lancement. Lors de son inspection, il remarque que l'absorbeur de dioxyde de carbone, ou monoxyde de carbone, 2 ne fonctionne pas dans la cabine du pilote. Mais cela n'est signalé à Menzies que lorsqu'il est déjà assis à l'intérieur de la bulle en acrylique, prêt à commencer la plongée. L'absorbeur utilise des cartouches de Barlan pour absorber le dioxyde de carbone et rendre l'air respirable. Sinon, le monoxyde de carbone 2 risquerait d'atteindre des niveaux dangereux et d'étouffer l'équipage. Fort de plus de 100 plongées, Menzies vérifie le flux d'air et le ventilateur de secours de l'absorbeur. Confiant que cela maintiendra l'air respirable, il décide d'avancer, même s'il n'y a aucun moyen de vérifier les niveaux de monoxyde de carbone, 2 dans le compartiment du pilote. À 8h36, le Sea Link commence sa lente descente. Au large de Key West, les eaux semblent calmes tandis que le submersible descend en douceur. Quelques minutes plus tard, ils atteignent une profondeur de 340 pieds. La visibilité en dessous est mauvaise, avec une eau trouble et des lumières faibles qui rendent difficile de voir clairement. À 9h04, ils aperçoivent enfin la chaîne d'ancre de l'épave. En approchant de l'épave du destroyer, le sous-marin repère le piège à poissons sur les débris du navire. À l'aide du bras robotique du sous-marin, ils attrapent le piège, mais alors qu'ils veulent s'éloigner de l'épave, un câble en acier s'accroche à la coque du sous-marin. Au début, l'équipage ne se rend pas compte de ce qui s'est passé. Menzies essaie d'avancer, mais le sous-marin ne bouge pas. Le sous-marin est piégé, emmêlé dans les câbles du vieux destroyer. Malgré tous ses efforts, les 6 petits moteurs électriques qui l'alimentent ne parviennent pas à le libérer de l'épave. À 9h53, l'équipage informe le navire de soutien qu'ils sont piégés et lance un appel de détresse peu après. Ils signalent que, bien qu'ils soient piégés, ils ne sont pas en danger immédiat. D'après leurs calculs, l'équipage dispose d'environ 42 heures d'air respirable dans le compartiment du pilote et de 61 heures dans la cabine des plongeurs.
Environ 5 heures après, un navire de sauvetage de la marine à Key West est envoyé pour aider, rendant les 4 hommes piégés confiants d'être bientôt libérés. Ils ne savent pas que le temps n'est pas de leur côté. L'équipage estime que les épurateurs d'air fonctionneront à température moyenne. Mais à mesure que le froid s'installe, leurs estimations deviennent trop optimistes. Ils débattent par interphone pour savoir si Link et Stover doivent tenter une plongée de sortie et libérer manuellement le Sea Link de l'épave. Mais les dangers d'une telle plongée à 360 pieds sont immenses. À cette profondeur, la plongée profonde peut altérer le jugement et ralentir les mouvements, rendant les tâches simples dangereuses. Le froid peut causer une hypothermie rapidement et la pression rend la respiration difficile. Ce sera un vœu de mort. Au fil du temps, et alors que la température dans le compartiment arrière descend à 7 degrés Celsius, la cartouche ne parvient plus à absorber le monoxyde de carbone, 2 aussi rapidement. Les effets apparaissent à mesure que les gaz dangereux s'accumulent, rendant chaque respiration menaçante. Les mains de Stover et Link deviennent engourdies, leurs muscles se raidissent et chaque respiration devient une lutte. Non seulement à cause de l'air toxique, mais aussi du froid qui les a rendus presque immobiles. Chaque mouvement est douloureux, le froid devenant un ennemi impossible à combattre. Pendant ce temps, l'équipage à la surface a depuis révisé son estimation, réduisant l'air restant dans le sous-marin à seulement 24 heures. Plus il reste piégé, plus la situation empire. Après près de 7 heures où le submersible est resté piégé, le navire de sauvetage de la marine arrive enfin. Les secours se hâtent vers le submersible piégé, mais doivent d'abord localiser précisément sa position. Les plongeurs luttent contre les forts courants du Gulf Stream et les débris pour s'approcher du Sea Link, mais la zone est un enchevêtrement de métal et de débris. Malgré leurs efforts, ils n'atteignent pas le submersible. Pendant ce temps, Menzies et Mick s'efforcent de contrôler les niveaux de monoxyde de carbone, 2 à l'avant. Désespérés, les deux versent le produit chimique absorbant le monoxyde de carbone, 2 dans un t-shirt, qu'ils tiennent devant les ventilateurs pour aider à faire circuler de l'air frais. La bulle en acrylique isolée permet à cette solution de fortune de fonctionner, temporairement. Cependant, l'épurateur ne fonctionne plus du tout dans le compartiment arrière. Le monoxyde de carbone s'accumule maintenant à un rythme mortel. Même avec les masques à oxygène pour mieux respirer, cela reste insuffisant. Le froid les a rendus presque immobiles. Leurs corps les trahissent dans la lutte pour survivre. Ils entrent dans les premiers stades de l'hypercapnie, une condition où trop de dioxyde de carbone s'accumule dans le sang. Cela cause des maux de tête, puis des étourdissements, de la confusion et enfin des convulsions. À la surface, Link Senior observe le temps précieux qui s'écoule, sachant que la situation devient de plus en plus désespérée à chaque minute qui passe. Vers minuit, une seconde plongée rapproche davantage les sauveteurs, à moins de 3 mètres du submersible, mais ils sont encore bloqués par les câbles. Pendant ce temps, un plongeur tente de nager jusqu'au Sea Link, mais il ne fait pas le poids face au fort courant. Les tentatives avec un autre petit submersible échouent aussi à cause de soucis de sonar, vers 1h du matin. Le lendemain, après être resté piégé pendant 16 heures, Menzies signale à la surface que Link et Stover souffrent de convulsions. Les niveaux de monoxyde de carbone, ont tellement augmenté que les corps de Link et Stover commencèrent à s'arrêter. Ils sombrant dans l'inconscience puis dans le silence. Leurs voix ne seront plus jamais entendues à travers l'interphone interne. Après 20 heures sous l'eau, une cloche de plongée du navire de la marine est déployée, mais elle s'en mêle dans les débris, empêchant toute nouvelle tentative de sauvetage. Alors que l'espoir commence à s'estomper, un navire de recherche équipé d'une caméra sous-marine télécommandée arrive cet après-midi-là. C'est le lien essentiel qui manquait cruellement au Sea Link. La caméra offre pour la première fois une vue claire du sous-marin piégé, permettant aux sauveteurs de descendre un grappin avec précaution. En utilisant la caméra comme guide, ils parviennent à accrocher le sous-marin avec un crochet et d'un seul coup, le navire est enfin libéré de l'épave. À 16h53, après 31 heures passées sous l'eau, le Johnson Sea Link refait enfin surface. Menzies et Mick sont vite mis en sécurité et transportés d'urgence dans un caisson de décompression. Ils ont survécu à leur terrible épreuve, protégés par la bulle d'acrylique isolée qui les a préservés du froid.
Mais dans le compartiment arrière, Link et Stover restent silencieux. Leurs corps peuvent être vus à travers les petits hublots du sous-marin affaissé immobile. Le compartiment arrière est encore pressurisé, et il faudra des heures pour le dépressuriser en toute sécurité sans causer de dommages supplémentaires. Les sauveteurs ne peuvent rien faire d'autre qu'attendre, sachant que les deux sont déjà morts. Au matin du 19 juin, le compartiment a finalement été ouvert et les corps ont été récupérés. La cause du décès a été indiquée comme une acidose respiratoire, conséquence d'une intoxication au monoxyde de carbone. 2. Ils sont morts lentement asphyxiés, prisonnières de la coque froide du Sea Link, impuissants, sachant que l'aide était hors de portée. Pour Link Senior, c'était un cauchemar personnel. Un père obligé de voir mourir son fils dans une machine qu'il a conçue. Durant les 2 années suivantes, il a conçu le dispositif d'observation et de sauvetage câblé, un véhicule sans équipage destiné à libérer les submersibles piégés et à prévenir d'autres tragédies. Le Sea Link a poursuivi son travail pendant des décennies après la catastrophe, explorant l'océan et contribuant à des avancées scientifiques. Si cette vidéo vous a intéressé, regardez l'épisode suivant. Merci d'ajouter un like et de laisser un commentaire si vous souhaitez soutenir la chaîne.